Alors, plongeons aujourd'hui dans cette affaire Delphine Jubilard. Une disparition vraiment énigmatique à Cagnac-les-Mines, nuit du 15 au 16 décembre 2020. Oui, un vrai casse-tête. Pas de corps, pas d'aveu, pas de scène de crime clair. Et au cœur de l'accusation contre Cédric Jubilard, il y a un homme, Donat Jean Maquet, le confident de Montauban. C'est ça. L'homme pour qui Delphine allait, semble-t-il, quitter son mari. Son témoignage il est crucial. Il dessine l'état d'esprit de Delphine, un mobile potentiel. C'est ce qu'on va explorer dans ce deep dive en se basant sur les sources. Tout à fait. Pour comprendre son rôle, il faut revenir à leur rencontre, printemps 2020, sur Gliden. Un site de rencontres extra-conjugales. Exactement. Ils se voient pour la première fois en juillet, et devant les enquêteurs, puis devant la justice, Maquet insiste. Ce n'était pas juste une liaison. Il parle d'autre chose. Oui, il emploie les mots histoire d'amour, passionnel, il décrit des discussions intarissables. Vraiment, il met l'accent sur la profondeur du lien, pas juste le côté charnel. Et ça, j'imagine, pour l'accusation, c'est important, cette qualification d'histoire d'amour. Ah oui, c'est essentiel. Ça renforce l'idée d'un départ imminent de Delphine, ça rend un potentiel conflit avec Cédric, qui refuse ce départ, beaucoup plus plausible comme mobile. D'accord, ça change la perspective. Mais oui, Delphine n'est plus seulement une femme qui a une aventure, mais une femme sur le point de refaire sa vie. Le projet était d'ailleurs concret, hein. Ils avaient des plans précis. Oui, s'installer ensemble début 2021 à Albi. Il y a même des notes manuscrites de Delphine qui le confirment. Mais il y a eu des complications, non, avec l'ex-compagne de Maquet, Cathy? Oui, elle découvre la liaison, alors ils font un pacte, rester discret jusqu'en janvier 2021. Et, détail troublant, le jour de sa disparition, Delphine envoie un message à Cathy. Lequel? Je vais m'effacer. C'est... Très ambigu comme message. Oui, ça peut vouloir dire tellement de choses. Et ça nous mène à la dernière soirée. Exactement. Peu avant 23 heures, Delphine envoie un dernier message à Maquet. Un message passionné, dit-il, avec une photo d'elle. Une photo en tenue de nuit. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette photo? Parce que cette tenue de nuit, celle de la photo, elle est retrouvée plus tard. Où ça? Dans le panier de linge sale des Jubilards. Alors, si elle portait ça juste avant de disparaître, comment imaginer qu'elle soit partie volontairement, comme ça, en pleine nuit d'hiver? Ah oui. D'accord, ça colle pas avec une fugue préparée. Pas du tout. Pour les enquêteurs, cette photo, c'est une sorte de fantôme numérique. La dernière preuve de vie qui ancre une chronologie et qui fragilise énormément l'hypothèse d'un départ volontaire. Maquet donne aussi sa vision du couple Jubilard. Il parle de Delphine qui avait peur de Cédric. Oui, il évoque des menaces, une angoisse à l'idée d'annoncer le divorce. Il dit même qu'elle qualifiait Cédric de menteur. Ça peint un tableau assez tendu. Plutôt sombre, oui. Effectivement. Mais, et c'est là que la défense intervient, Il y a un mais. oui, Maquet lui-même admet que Delphine n'a jamais parlé de violence précise, physique ou psychologique. C'est une peur, oui, mais sans fait spécifique rapporté par lui. C'est une zone grise, quoi. Et la défense s'en sert, évidemment. Bien sûr. Ils exploitent cette ambiguïté. Au début de l'enquête, Maquet, lui, il est assez vite écarté, non? Son alibi semble tenir. Oui, au départ, son alibi est solide. Il est chez lui, à Montauban. C'est à 70-80 km de Cagnac. Son ex, Cathy, confirme, donc il sort rapidement du cercle des suspects directs. Mais ça ne dure pas. La défense? Voilà, coup de théâtre pendant l'instruction. La défense de Cédric Jubilard affirme que le téléphone de Maquet aurait borné. Borné, ouais. C'est-à-dire? Qu'il se serait connecté à une antenne relais près de Cagnac-les-Mines, la nuit de la disparition, entre 22 h et 6 h du matin. C'est une bombe, cette affirmation. Ah oui, carrément. Et lui, Maquet, il dit quoi? Il nie, catégoriquement. J'étais chez moi, jamais mis les pieds à Cagnac cette nuit-là. Il ironise même un peu sur les compétences techniques des avocats de la défense. D'accord. Mais l'accusation de la défense ne s'arrête pas là, si. Non, ils vont plus loin et suggèrent que les gendarmes auraient pu occulter, voire falsifier ces données de téléphonie. C'est très grave comme accusation. Oula, ça change tout. On passe d'un témoin clé, presque une victime par ricochet, à un suspect potentiel pour la défense. Et en plus, ils attaquent l'enquête elle-même. C'est exactement ça. C'est une stratégie de défense très agressive et risquée. Au début, ils attaquaient plutôt le personnage de Maquet. Oui, les histoires de messages sur des sites échangistes, le portrait par son ex. Voilà, des choses qu'ils qualifient de pas sérieux d'ailleurs. Mais là, on attaque l'alibi via la technologie et surtout
Surtout, on essaye de saper la confiance dans l'enquête. L'objectif est clair, instiller le doute raisonnable. On se retrouve donc face à un témoin ambivalent. Son récit porte l'accusation, le motif, la peur de Delphine. Et en même temps, il devient le point central du doute semé par la défense, qui attaque sa crédibilité, son alibi. C'est un paradoxe total. Un sacré nœud. C'est ça. D'un côté, il y a son témoignage, sa conviction. Il exprime très fort son intime conviction de la culpabilité de Cédric. Et de l'autre? Et de l'autre, les questions techniques pointues de la défense sur son emploi du temps, sur la fiabilité même des preuves techniques et de l'enquête. Son témoignage est devenu un champ de bataille. Ce qui nous amène peut-être à une question plus large, au-delà de cette affaire. Dans ce monde où on laisse des traces numériques partout, quel poids on donne à l'intime conviction d'un témoin, même très proche de la victime, face à des données techniques, des données complexes, parfois ambiguës? Et dont l'interprétation devient elle-même un enjeu stratégique pour les avocats. Oui. Comment est-ce que ces empreintes numériques, les messages, les photos, le bornage téléphonique transforment la perception qu'on a d'un témoin et peut-être finalement le cours de la justice? C'est une question assez vertigineuse, non? Complètement. Ça redéfinit beaucoup de choses sur la preuve et la conviction.